Parfait. Donc, démarrons effectivement avec l'introduction. C'est un plaisir pour moi. Donc, j'ai introduit effectivement Martin tout à l'heure, mais je ne me suis pas présenté. Je suis Pierre Bérard, part de l'équipe Aerospy qui est présent sur le territoire français. Donc, un plaisir d'échanger avec vous et un plaisir pour moi d'avoir aujourd'hui à animer cette table ronde autour d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est la modernisation applicative. Je J'ai commencé en tant qu'ingénieur pour la petite histoire et l'année où a été vendu le premier iPhone. Donc à cette époque, on était plutôt sur la réalisation de projets avec des projets legacy qui durent relativement longtemps, pour lesquels on a des équipes IT qui n'ont pas envie de changer du code qui fonctionne, des applications qui font plusieurs millions de lignes de code, compliquées à faire évoluer, des équipes métiers qui continuent à pousser des demandes, de la frustration des deux côtés de ne pas être entendu. Mais bon, par chance, de temps en temps, on avait droit à des projets de modernisation. Donc un projet de modernisation, c'est quoi? À l'époque, c'était, on a un système legacy, on veut aller vers un nouveau système. L'idée, c'est de changer. Comment on change? On fait un projet de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et par rapport à ça, on ne sait pas ce qui va aboutir. Donc, c'est pour ça que moi, ce sujet de modernisation applicative me tient particulièrement à cœur. Euh, il est de plus en plus dans l'air du temps. On a de plus en plus de nouvelles technologies, de nouvelles choses qui arrivent sur le marché, qu'on soit sur des stacks data, sur du cloud, sur de l'intelligence artificielle, sur de la conteneurisation, et ainsi de suite. On a beaucoup de choses qui arrivent, et ces enjeux de modernisation sont vraiment au cœur des préoccupations des applications business aujourd'hui sur le marché. On a parlé de PayPal, on a parlé de Criteo, on a parlé de BSV Blockchain. Donc on a vraiment tout ça qui arrive, toutes ces nouvelles modernités, et effectivement ce besoin de temps en temps de se poser, de regarder est-ce qu'on est sur la bonne technologie, est-ce qu'on est toujours à l'état de l'art par rapport à nos enjeux, ou simplement est-ce qu'il n'y a pas quelque chose sur le marché que l'on ne connaît pas, mais qui a une approche différente. Et par rapport à ça, effectivement, j'ai le plaisir d'animer cette table ronde avec un ensemble de panélistes que je vais vous présenter rapidement et que je vais demander effectivement de me rejoindre sur scène. Donc Gilles Monin, Technical Manager pour ITS Services, Peter Goron, Senior Staff SRE Lead chez Criteo, Thomas Giacomo, directeur chez BSV Blockchain, et Gilles Philippard, Software Practice Lead chez Confluent. Merci à tous de me rejoindre. Du coup, c'est un plaisir d'être avec vous. On a un panel qui est vraiment intéressant aujourd'hui. On a des utilisateurs finaux de technologie. On a une partie intégrateur avec notre partenaire ITS Services. On a Confluent également avec la technologie Kafka qui est au cœur de pas mal de plateformes de modernisation. J'aimerais qu'on commence avec une vue relativement au niveau de la modernisation applicative dans différentes sociétés. Et peut-être, Gilles d'ITS, si tu peux nous faire un premier élément de retour par rapport au, déjà, présenter rapidement ITS, et par rapport aux clients que tu rencontres au quotidien, comment tu vois les enjeux de modernisation applicative? Alors merci, bonjour à tous. Donc ITS Group, donc c'est une ESN qui travaille depuis 25 ans sur les sujets de production informatique, d'infrastructure pour les grands comptes en France essentiellement. Donc ce qu'on constate effectivement sur nos clients, c'est en fait des problématiques de de différents. Donc on est essentiellement sur des grands comptes. Donc on a des applications qui sont à la fois effectivement anciennes, des fois des années 70, des applications modernes qui datent de quelques années, qui tournent sur des infrastructures, sur du mainframe, sur des systèmes open, sur du Linux, sur du Windows, sur des systèmes SQL, mais également qui font le grand écart avec des systèmes plus modernes dans le cloud, conteneurisés, NoSQL, et qui sont déjà à l'échelle d'Internet. Et finalement, pour l'ensemble de ces applications, l'ensemble de ces infrastructures, on se rend compte que, en fait, il y a 4 challenges principaux qu'on retrouve finalement sur toutes ces solutions, qu'elles soient anciennes ou modernes.
Premier challenge, qui sont tous d'ailleurs des raisons pour lesquelles on peut aller sur de la modernisation, qui sont des raisons de le faire. Premier challenge, c'est la qualité de service. Hein, on connaît tous la problématique, le temps que énormément de gens passent pour résoudre des incidents critiques, des problèmes d'indisponibilité. Donc, vraiment améliorer la qualité de service des infrastructures existantes, de toutes ces infrastructures, hein, que ce soit, encore une fois, sous mainframe, sous cloud ou sous open, enfin intermédiaire. Deuxième challenge en fait que nos clients vont rencontrer, c'est quelque part la pression des métiers pour faire mieux, pour faire plus. Hein. Donc ça va être effectivement la nécessité d'avoir des applications qui tournent à l'échelle d'Internet et non plus à l'échelle des employés de l'entreprise. C'est d'avoir des services instantanés, vraiment de plus en plus avec des temps réels et de la disponibilité 24/7. Et puis une augmentation, hein, une explosion même des quantités de données. Voilà, donc ça c'est un peu cette pression, donc qualité de service, pression des métiers pour faire mieux. Et là-dessus va se rajouter un troisième challenge qui va être que finalement les coûts totaux de gestion d'une infrastructure explosent. Pourquoi? Pour des raisons de licence, hein, il y a beaucoup de systèmes commerciaux. Le nombre de serveurs qui explose, qui augmente, hein, quand on veut suivre un petit peu les différentes pressions et la qualité de service. Les coûts d'hébergement, que ce soit on-premise ou dans le cloud, tout ça, c'est des coûts d'hébergement, les coûts d'électricité, les coûts de tout ce qui vont avec qui explosent, plus la pénurie et les coûts des compétences, qui vont aussi vers l'augmentation du TCO. Et pour en rajouter, un quatrième challenge finalement, c'est l'obligation pour tout le monde de gérer, d'améliorer les systèmes de sécurité. La cybersécurité, c'est vraiment le sujet et il doit être amélioré en permanence. Et également, c'est pas une discussion, c'est pas une option de gérer l'obsolescence. Voilà. Donc finalement, tous ces 4 challenges qu'on retrouve à tout niveau, que ce soit sur un système NoSQL récent ou sur un système plus legacy, c'est autant de bonnes raisons de faire de la modernisation, mais c'est aussi, paradoxalement, des bonnes excuses de ne pas le faire, parce que c'est compliqué de faire de la transformation avec ces challenges. Et voilà un petit peu ce qui est rencontré chez nos clients. Parfait. Merci Gilles. Pour continuer, j'ai posé, effectivement passer le micro à l'autre Gilles, par rapport donc, quand on pense Confluent, on pense Kafka, par de la plupart des architectures modernes. Donc, pour moi, une bonne vue de ce qui est fait sur le marché. Quelle est votre vue donc chez Confluent de toute cette partie modernisation applicative? Merci déjà de m'accueillir. Alors, je rejoins Gilles. En fait, on voit beaucoup chez nos clients l'adoption du cloud, hein, évidemment, avec des applications qui sont de plus en plus cloud native, avec des conteneurs, du Kubernetes, des choses en fait qui sont faciles à déployer, à scaler, qui sont performantes, qui sont fiables, qui s'appuient aussi sur des services managés dans le cloud. Le deuxième aspect, c'est qu'on voit de plus en plus d'architectures donc event-driven, qui sont orientées événements, où on va non plus avoir des services qui s'appellent les uns les autres, mais qui à la place, en fait, pour communiquer, échangent des événements et ils écrivent des messages. Donc Kafka, c'est une technologie qui permet de faire ça. Donc on écrit dans un log distribué un message et il peut y avoir un nombre presque infini d'applications qui peuvent consommer ce message et déclencher d'autres traitements. Et donc, ce qu'on voit de plus en plus, c'est l'apparition de ce pattern qui permet notamment de découpler les applications, parce que l'application qui produit n'a pas à connaître l'application qui consomme ou les applications qui consomment et inversement. Et ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on voit aussi beaucoup d'entreprises qui commencent en fait à réaliser que c'est bien en fait de connecter, on va dire, toutes les
toutes les applications dans l'entreprise et faire en sorte que l'information, elle circule en temps réel. Donc ça, c'est vraiment la clé de ce qu'on voit aujourd'hui, c'est casser les silos d'informations qu'on a dans les entreprises et un peu libérer la donnée pour faire en sorte qu'elle aille au bon endroit, où on en a besoin, au bon moment. Donc ça, voilà, c'est les choses les plus présentes, enfin les plus marquantes qu'on voit en fait aujourd'hui en termes d'application, enfin, de modernisation d'applications. Parfait. Merci Gilles pour cette réponse. Peut-être passer le micro à Thomas pour continuer. Effectivement, euh, il y a cette partie modernisation, il y a cette nouvelle technologie, cette nouvelle approche avec la blockchain que vous apportez sur le marché, effectivement, via l'association. Euh, comment est-ce que tout ça match ensemble et comment BSV Blockchain accompagne les clients dans des modernisations applicatives qui vont un petit peu plus loin que juste réécrire du code, mais certaines fois changent de concept? Euh, alors effectivement, nous on est un protocole network, c'est-à-dire qu'on met en place, on met en place une série de règles pour échanger l'information d'une certaine manière via un phénomène un enregistrement des données de manière immuable dans un registre sous forme de timestamp. Cette caractéristique-là va permettre d'améliorer l'intégrité des données et d'améliorer leur sécurité pour permettre à mieux les échanger entre différents systèmes d'information. Donc ça, c'est la première, on va dire, contribution de notre technologie pour les entreprises. La deuxième, c'est, on va dire, une automatisation des processus métiers. C'est-à-dire que on a ce qu'on appelle, en bon français, un rule-based workflow orchestration, ou plus connu sous le terme de smart contracts, qui sont en réalité des, 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 des enregistrements automatisés de règles préconçues. Cette caractéristique-là va permettre donc d'améliorer les processus métiers et de les automatiser. Ça, ce que ça va permettre de faire, c'est donc de réduire les coûts et d'améliorer l'efficacité dans les entreprises. Et enfin, la troisième caractéristique que la blockchain va amener, c'est le phénomène de scarcité digitale. C'est-à-dire que à partir du moment où on va tous partager le même registre d'enregistrement des données, on va pouvoir donner de la propriété aux données et non plus et ne pas permettre aux données d'être dupliquées. Et ça, je pense que c'est le vrai changement de paradigme entre le Web 2 et le Web 3, c'est d'apporter ce phénomène de scarcité digitale. Et parce qu'on partage tous le même registre dans lequel on va enregistrer la propriété de chacune des données, on va vraiment pouvoir transférer la propriété du données et non plus la copier, ce qui est le cas dans la relation, dans le paradigme actuel du Web 2, où il y a vraiment cette logique de client-server approche. Et du coup, si je rebondis sur ce que tu viens de mentionner, effectivement, sur ce registre partagé, il y a souvent des enjeux de propriété de la donnée des utilisateurs. Comment vous gérez ça et les impacts potentiels sur les relations, enfin sur la customer journey de vos utilisateurs? Alors, bon, effectivement, il y a toutes les questions de GDPR que nous aussi, on se doit de respecter. On enregistre en réalité pas la donnée en tant que telle, mais le hash de la donnée dans notre registre. Et donc, dans la propriété des données, donc, ce que va permettre la technologie blockchain, c'est de permettre aux utilisateurs finaux de posséder leurs données et de régir les règles d'accès à leurs données en potentiellement monétisant l'accès à leurs données via un système de micro-paiement. Et ça, c'est aussi la grande innovation de la blockchain, c'est de réduire drastiquement le coût d'une transaction pour permettre une monétisation de la donnée au kilobyte, on va dire. On peut imaginer un monde demain où lorsqu'on partage nos photos sur des réseaux sociaux, la vue de chacune des photos peut être rémunérée et la rémunération de cette photo ne va plus au réseau social, mais va à l'utilisateur final. Et donc là, il y a toute une logique où on permet aux individus de se réapproprier leurs données et de leur laisser la possibilité de décider ce qu'ils veulent partager et s'ils veulent le partager, d'être rémunérés pour ça. Par un système de micro-paiement. Donc, on va dire que ça, dans la façon de gérer les données, c'est quelque chose de relativement important. La deuxième chose importante aussi, c'est de mettre en place un système
d'identité décentralisée, de digital, alors, j'étais en anglais, mais Les anglicismes fonctionnent, hein, pas ouais, de voilà, souci. donc Decentralized Digital Identity, où on va pouvoir lier une identité digitale émise par des gouvernements, une identité digitale émise par des plateformes qui sont centralisées, tout ça sans besoin d'intermédiaires et sans besoin de ces fameux géants centralisés qui, eux, vont régir vos propriétés et votre identité digitale. Euh, et, euh, et donc, le changement entre le Web 2 et le Web 3, c'est de lier aussi ça aux adresses IP et par la jonction de IPv6 et de BSV blockchain en core layer du protocole Internet, on ambitionne de changer le protocole Internet pour garantir une identité digitale liée aussi aux adresses IP des utilisateurs. Donc de gros challenges, des changements de paradigme en perspective. Merci, Ouais. merci beaucoup pour ce partage. Euh, si on fait un petit pas également, donc, Thomas, tu nous as partagé la partie blockchain effectivement autour de ça. Peut-être Gilles, par rapport à Kafka, la présence dans l'ensemble des architectures modernes, vous avez des clients qui sont aussi bien, enfin des utilisateurs de Kafka qui sont aussi bien bancaires, télécommunications, de tous les secteurs. Comment tu vois l'impact de la gestion de la donnée par rapport au customer journey dans les différentes industries que Kafka adresse aujourd'hui? Ouais, alors ce qu'on voit, c'est il y a beaucoup de personnalisation client de plus en plus. Elle se fait de plus en plus aussi en temps réel. Ça peut être, vous êtes sur un site de réservation de billets de train, on va vous proposer aussi un hôtel, on va proposer des services associés, etc. Donc voilà, c'est le genre de choses qu'on peut voir. Il y a aussi, alors je parle pour Kafka spécifiquement, mais le fait de déplacer cette donnée en temps réel à travers plusieurs applications et services et bases de données, on va avoir une meilleure cohérence des données. Et donc ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant d'un point de vue Customer Experience, parce que ça veut dire qu'on va avoir, je sais pas, on interagit avec un canal, on est dans un magasin physique, on fait un paiement, on va sur sa application mobile, on voit tout de suite en fait, voilà, l'objet qu'on a acheté, enfin le produit qu'on a acheté, etc. Peut-être on peut en recommander un autre, le retourner tout de suite, je sais pas, enfin bon, on peut imaginer plein de use cases. Euh, et, euh, et en fait, on voit aussi avec on va dire l'application de modèle ML et AI, la possibilité un peu de prédire ce qui va se passer, ce que le client veut. Un cas typique, c'est vous regardez un film sur Netflix, on va vous proposer voilà, 2-3 trucs qui vont correspondre à ce que vous avez vu, qui a été vu par les mêmes personnes. Voilà, bon, il peut y avoir évidemment un tas de choses qu'on peut imaginer en termes voilà, de prédiction du futur, en termes d'expérience client. Mais voilà, c'est les 3 principales choses que je vois aujourd'hui. Parfait. Merci pour ce retour, effectivement. Euh, Subbu nous a parlé en introduction de l'augmentation des volumes de données de 30% par an, donc l'accroissement des données. Peter, ça m'intéresserait d'avoir ton point de vue par rapport à Criteo, à l'évolution des volumes de données par rapport à ce que nous a présenté Maxime précédemment et l'impact que ça a pour vous. Ouais. Donc effectivement, les volumes dans la tech, on doit les gérer puisqu'ils augmentent constamment. Je vais vous donner un exemple pour être très, très factuel. Notre principal marché, c'est Google Chrome, c'est là où on va afficher de la publicité. Google est en train de changer ses modalités de privacy, la disparition des third-party cookies. Et un des impacts indirects que ça va avoir sur Criteo, c'est une augmentation significative du nombre de data qu'on va devoir stocker, de l'ordre de plus de 200% d'ici l'année prochaine. Et donc, un des enjeux dans mes équipes, je gère notamment les bases de données Aerospike, etc., c'est de gérer cette croissance sans qu'elle soit totalement linéaire par rapport à l'infrastructure sous-jacente. Donc notre enjeu, il est là. Et donc on essaye de leverager au maximum sur les produits à nos dispositions, sur la manière dont on modélise la donnée,
pour réduire cette footprint infrastructure. Et donc, dans le cas précis qui nous intéresse ici, donc on va avoir plus de 100% de nombre de clés à stocker dans Aerospike. Dans la présentation qui a été faite en début de Summit, on a vu que les clés, une partie est stockée en mémoire. La mémoire, c'est la partie qui coûte le plus cher. Et donc, on va, de notre côté, chercher à améliorer la manière dont on stocke cette donnée pour mutualiser au maximum l'indexation en mémoire, pour ne pas... des données qui étaient historiquement stockées dans plusieurs clusters, on va chercher à les consolider pour éviter la croissance de la mémoire et donc éviter la croissance du nombre de serveurs. C'est le genre de choses qu'on a à traiter. Merci Peter. Gilles, je pense que de par le positionnement de Kafka également, vous voyez passer pas mal de données, les types changent, les topologies changent. Quelle est ta vue sur ces facteurs qui augmentent donc le volume de données global dans les différentes industries? Il y a plusieurs facteurs, ouais. Déjà, c'est tous les business sont software aujourd'hui, ou enfin sont devenus software ou sont en train de le devenir. Donc évidemment, ils collectent énormément de données, ils traitent énormément de données. Toutes les décisions sont maintenant entre guillemets data-driven. Donc c'est plus voilà, doigt mouillé et puis on va essayer de prendre des décisions en pilotant un peu à vue. Non, voilà, il y a des dashboards partout. Donc ça, évidemment, on en veut de plus en plus. On a vu l'explosion aussi des real-time analytics. On a besoin de savoir, voilà, en temps réel aussi, c'est quoi les trends. Ça peut être un produit qu'on vient de mettre sur le marché. Est-ce qu'il est successful ou est-ce que ça fonctionne ou pas? Donc, ouais, on a besoin de pouvoir traiter toutes ces données-là. Il y a aussi d'autres facteurs comme par exemple les devices IoT. Je disais hier que ARM, donc c'est un constructeur anglais qui fait des chipsets. Ils annoncent 100 milliards de chipsets AI ready pour l'année prochaine. Donc ça vous donne une idée, on va dire, du volume de data potentiellement que ça va pouvoir générer. On parle d'AI, donc il y a évidemment beaucoup plus aujourd'hui de use case autour de l'AI. Pour le faire de l'AI, il faut de la data. Et pas un peu, il en faut énormément. Maintenant, on a GenAI qui génère de la data avec des quantités astronomiques à une vitesse incroyable. Donc voilà, donc tout ça, c'est des facteurs, on va dire, qui participent à augmenter la quantité de données journalières. Et puis évidemment, les users, on n'est pas en reste, hein, on utilise beaucoup plus de services numériques. Et dès qu'on fait quelque chose, une espèce d'amplification, on va dire, à chaque action, il va y avoir des dizaines de traitements qui se déclenchent pour mettre à jour des modèles, des choses comme ça. Donc voilà, ça va pas s'arrêter, ça va s'accélérer. Un monde event-driven, effectivement, de plus en plus, et beaucoup plus de sources, de contextes différents. Tu nous as présenté des... Ouais, je voulais juste réagir à ça. C'est quelque chose d'important ce que tu viens de dire. C'est en fait, on peut plus se satisfaire de traitement batch parce que le volume de données qu'on a, en fait, on peut plus perdre la moindre seconde à attendre que on collecte de la donnée. En fait, on sera déjà en retard. Donc c'est pour ça qu'on voit ce trend de event-driven, real-time, et pour gérer ça, pour filtrer cette data, pour la cleaner, l'enrichir, l'agréger. On a besoin d'une plateforme sous-jacente adéquate. Et nous, un Confluent en particulier, c'est ce qu'on fait avec Apache Kafka et Apache Flink. C'est ce qu'on appelle la data streaming platform qui vous permet de connecter toutes vos sources de données, processer tout ça en temps réel et les mettre dans d'autres data stores pour des modèles ML, de l'analytics, des choses comme ça. Alors, Gilles, chez ITS, du coup, parce que là, on entend parler de plateformes modernes, event-driven, mais il y a la vraie vie, il y a aussi des systèmes qui sont un peu plus anciens. Comment tu vois cette augmentation de volume aujourd'hui chez les clients que vous adressez? D'où ça vient? Comment c'est traité? Alors, bien sûr, je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit, hein, tout ça, c'est clair. Après, sur les domaines de la production, de la gestion des infrastructures, rien que là-dessus, on voit également des difficultés apparaître sur les volumes de données venant des systèmes de gestion de la cybersécurité et de l'observabilité. Hein, les fondations finalement des systèmes de sécurité aujourd'hui, c'est des systèmes de log globalement, hein, qu'il faut stocker, qu'il faut aussi
géré de manière dynamique et en temps réel, si on veut réagir vite à une attaque, par exemple. Pareil pour l'observabilité, hein, si on veut que ça serve à rendre les systèmes plus fiables et réagir avant qu'il y ait un incident, il faut que ce soit traité tout de suite, on ne va pas le faire en mode batch la nuit. Donc c'est à la fois une augmentation de volume et pareil, du temps réel, et qui commence à arriver, pareil, aux limites, quelque part, même des systèmes les plus modernes ou des plus récents, parce que voilà, ça explose, ça augmente, et les besoins continuent d'augmenter sur ces sujets-là. Parfait. Merci Gilles, effectivement, pour ce retour vraiment proche du terrain. Donc, on a cette partie event-driven, on a aussi la transition, tout ce qui va autour. Thomas, par rapport aux enjeux d'IoT, des enjeux d'AI, quand on pense blockchain, on voit forcément le lien. Quels sont les impacts de cette IoT et de l'IA par rapport à ce que vous faites aujourd'hui chez BSV Blockchain? Alors, ce que Martin a présenté un peu plus tôt, c'était le centre de notre réseau. C'est-à-dire la capacité à notre réseau de gérer 1 million de transactions par seconde. Donc là, c'est ce qu'on a testé les dernières semaines. La vraie vocation de notre réseau, c'est d'avoir aux extrémités du réseau un échange de pair à pair et IP vers IP. C'est-à-dire que on est en train de marier BSV Blockchain à IPv6 de manière à pouvoir créer des adresses IP par device, que ces adresses IP puissent être liées à des adresses blockchain et de garantir une automatisation des processus via des IoT devices. Et je pense que et donc ça, c'est toute l'idée de BSV Blockchain, c'est d'arriver au edge, d'avoir des échanges de pair à pair et effectivement d'avoir un centre du réseau au milieu qui est capable de gérer plus d'1 million de transactions par seconde, donc cette année, mais effectivement les prochaines années, il faudra que ça augmente également. Et sur la partie AI, là aussi, en fait, le mariage avec la blockchain est assez intéressant dans la mesure où le problème que ne résout pas l'intelligence artificielle, c'est le business model lié à l'utilisation des données. Et nous, ce qu'on prône, c'est que, étant donné que l'individu ou l'utilisateur final ou le propriétaire de la donnée gère l'accès à la donnée auprès d'algorithmes d'intelligence artificielle, il peut décider de la rémunération de l'accès à ces données. Il peut décider de la privatisation de certaines données. Et tout ça garantit, et tout ça rémunéré en micro-paiement. C'est-à-dire que, étant donné que les coûts par transaction sont très, 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 très bas, on va pouvoir avoir un monde où l'innovation liée à l'intelligence artificielle permet aussi de créer un business model vertueux en garantissant une rémunération des propriétaires des données. Parfait. C'est vrai, changement de paradigme, mais de business model vraiment, vraiment intéressant. Je vais terminer par un sujet qui nous tient à cœur chez Aerospike, c'est les enjeux de temps réel, les enjeux de performance en dessous de la milliseconde, ou proche de la milliseconde, effectivement, ces besoins de low latency. Euh, Peter, peut-être peux-tu décrire par rapport à ça pourquoi c'est important aujourd'hui et peut-être également nous faire un feedback sur le projet de modernisation que vous avez fait avec Aerospike. C'est un voyage de 3 ans. Ça se fait pas en claquant des doigts. Donc peut-être avoir un retour effectivement de ta part dessus peut être très intéressant. Ok. Alors, je suis pas sûr que vous connaissiez tous le fonctionnement de la publicité en ligne. Donc, je vais redire un tout petit peu ce qu'a dit Maxime préalablement. Mais globalement, quand vous visitez un site web et que des encarts publicitaires s'affichent, derrière, il y a toute une machinerie qui va se déclencher et qui va fonctionner en quelques millisecondes, le temps d'un clignement d'œil, pour déterminer quel est l'annonceur qu'on va décider de placer sur un encart publicitaire. Et derrière ce process, c'est un processus de décision business, de déterminer vers quelle société d'adtech on va se retourner. Cette société va déterminer, donc je prends le cas de Criteo, quel est l'annonceur, quel est notre client qu'on va vouloir présenter, quelle est la nature de la publicité qu'on va vouloir présenter, quel est le produit, est-ce que le client est rentable, à quel prix on va acheter l'encart publicitaire. Et toutes ces décisions doivent être prises dans un intervalle de temps qui est très très court,
Donc, Maxime, dans son slide, disait qu'on reçoit à peu près une vingtaine de millions de requêtes de ce type-là en entrée des systèmes Criteo. Et pour répondre à ces questions business, on a besoin d'énormément de data. On parlait de 300 Tera, qu'il faut pouvoir requêter extrêmement rapidement. Parce qu'au final, quand on reçoit une requête en entrée de Criteo, derrière, on va peut-être faire une vingtaine ou une cinquantaine de requêtes sur nos back-ends pour obtenir tous ces éléments de réponse d'aide à la décision. Et c'est là où un produit comme Aerospike nous aide énormément pour... c'est quand on regarde le budget temps qu'on a en entrée, où on dit 100 millisecondes par exemple, quand on fait une cinquantaine d'appels sur nos backends, derrière, le budget temps qu'on a sur les backends de stockage, c'est plutôt de l'ordre de la milliseconde. Donc ça, c'est extrêmement important dans notre métier à nous. Et pour répondre à ta deuxième question, donc effectivement, il y a 3 ans, et je vais réagir à ton introduction où tu disais on a des grosses bases de code, c'est des éléments critiques du business et on ne veut pas bloquer les développeurs, on veut qu'ils continuent à délivrer de la valeur. Comment on fait pour faire un tel changement drastique, de changer le système de stockage sans perturber la production et sans arrêter les développements? Je pense que chez Criteo, ce qui fait que ça marche bien, on mène pas mal de projets de cette envergure, c'est le fait d'avoir des équipes plateformes. Ce sont des équipes qui sont dédiées à ces changements technologiques et qui ne sont pas liées à l'activité du business. Donc on a de la ressource dédiée à ce genre de projet. Donc ça, c'est le premier facteur de succès de mon point de vue. Le deuxième, c'est on essaye d'avoir un maximum de découplage entre nos bases de code et les back-ends. Ça veut dire que dans le cas présent, pour basculer de Memcache Couchbase vers Aerospike, il y a 0 changement de code dans les applications. Et on y arrive parce qu'on place entre les applications et ces systèmes ce que nous on appelle des SDK. C'est une petite bibliothèque qui nous permet de faire le routage vers le back-end à chaud, configurable à chaud. En 2 secondes, je peux changer le routage sur toute la prod worldwide. Et pour petite anecdote, il arrive régulièrement, on est sur la fin de cette migration, que des clients apprennent 3 mois après qu'on les a migrés. Parce qu'on a oublié de leur dire, et ça se passe de manière totalement transparente. Voilà, donc ça c'est le deuxième facteur de succès de mon point de vue. Parfait. Merci Peter. Alors, juste pour terminer, effectivement, essayer de rester dans le timing, mais je vous rassure, les personnes présentes sur le panel sont là pour échanger après, si vous avez besoin durant le cocktail, avec donc les différents intervenants ou leurs collègues, effectivement, dans la pièce. Euh, Gilles, peut-être pour terminer sur la partie Confluent, quelle est ta vision par rapport à ces systèmes low latency, donc qui arrivent de plus en plus, souvent des trade-offs entre la latence et la bande passante, le nombre de requêtes à traiter en parallèle, et qu'est-ce que tu vois arriver par la suite par rapport à ces problématiques-là? Alors déjà, on va juste parler de la latence et je vais utiliser le terme anglais throughput. Donc évidemment, dans la plupart des cas, on a envie d'avoir une latence faible, donc low latency, et on aimerait aussi avoir une vitesse, on va dire, d'ingestion élevée, donc high throughput. Le low latency, ça vous garantit que vous avez des services réactifs, performants, que la donnée elle est tout de suite disponible. Le high throughput, ça permet d'ingérer un nombre incalculable de données et de pouvoir répondre à cette problématique de la data qui explose. On n'a qu'un budget temps entre guillemets limité pour arriver à tout ingérer, processer et distribuer. Alors le catch, c'est qu'on ne peut pas avoir les deux en même temps. C'est qu'on est obligé entre guillemets de faire un choix et donc on fait un trade-off. Si on veut de la faible latence, il faudrait que chaque message en fait soit envoyé individuellement et arrive, donc soit stocké par exemple dans Kafka et soit ensuite distribué à des applications downstream. Si on fait ça, en fait, c'est pas très efficace. Donc en fait, ce qu'on a tendance à faire pour avoir plus de bandes passantes, donc de high throughput, on va batcher en fait ces messages-là. Et le fait de batcher, on attend un petit peu au moment de produire, on va attendre qu'on ait une quantité suffisante ou on attend donc en termes de bytes ou en termes de temps. Et dès qu'on a cette quantité suffisante,
on envoie ça donc à un des brokers qui va stocker l'info, potentiellement la répliquer, enfin ça dépend aussi de votre configuration. Et seulement après, vous aurez la possibilité de lire la data côté consumer. Là, évidemment, vous n'avez plus cette faible latence. Donc en fait, c'est un trade-off hein, et il faut arriver à jongler et trouver un équilibre entre les deux en fonction de vos use cases. Hein. Évidemment, alors dans une data streaming platform, c'est pas l'un ou l'autre pour toute la data, c'est l'un ou l'autre pour un type de data. D'accord. Donc vous pouvez évidemment, pour un certain type de data privilégier la faible latence ou privilégier une grosse bande passante en fonction de votre use case. Donc, ça, c'est la réponse première. Alors, il y a... Tu me posais la question sur savoir ce qui arrive derrière, ce qui se prépare en termes de data management, c'est ça? Ce que tu vois arriver, Ouais. effectivement, on part de systèmes un petit peu anciens, d'autres plateformes plus digitales, plus nativement digitales. Et effectivement, de par le positionnement de Kafka comme Ouais. broker au milieu Ouais. de tout ça, Ouais. vous avez un positionnement qui vous permet peut-être d'anticiper certaines choses. Ouais, alors juste, je vais revenir 2 secondes là sur la latence, parce que c'est un truc quand même assez important. C'est le fait d'avoir une faible latence, c'est hyper intéressant pour des use cases voilà, qui nécessitent une réactivité forte. Ça peut être par exemple détection de fraude, voilà, ça c'est un cas typique. Quand vous avez des services de type, je sais pas, stock trading, gaming, banking, voilà. Donc tous ces use cases là en général requièrent de la latence, de la faible latence. Si vous avez beaucoup de volume de données, oui en effet là on va essayer de réduire un peu la latence et puis privilégier un peu plus le traitement ça peut être des logs, des choses comme ça. Maintenant sur ce qu'on voit se profiler à l'horizon. En termes de data management, il y a plusieurs trends. Le premier, c'est cette volonté de faire ce qu'on appelle un shift left. Alors en français, je ne sais pas trop si ça se traduit facilement, mais on essaie de déplacer en amont, vers la gauche, toutes les problématiques notamment de qualité de données, donc la data quality. Un truc qu'on a vu par le passé, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ingéraient de la data, la traitaient pas forcément, on va dire, cherchez pas à la cleaner. Mettez ça dans le data lake en disant quand ce sera dans le data lake, on va commencer à la cleaner, puis on va l'enrichir et puis on va déterminer des insights, je sais pas comment on dit ça. Je suis pas trop sûr de comment le dire en français, mais un peu de la business intelligence. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de clients qui se rendent compte que finalement, c'est trop tard de faire ça dans le data lake et que ça ne permet pas comment dire, de réutiliser, si vous voulez, de la data de bonne qualité, en fait, dès le côté opérationnel. C'est-à-dire que dès qu'on a la data, dès qu'on l'ingère, en fait, il faut essayer de la cleaner. Et puis, en fait, progressivement, on va, ça me rappelle un petit peu le slide que tu avais montré, où on va essayer de transformer la data en information, l'information en knowledge, etc. Donc, c'est un peu le même principe. Hein. Et on va essayer donc de cleaner cette data, l'enrichir, la filtrer et construire ce qu'on appelle des data products. Je ne sais pas s'il y a vraiment une traduction en français, des produits donnés, type produits-données, qui vont servir à tirer des enseignements, des insights, si vous voulez, métiers, et ça va accroître le ROI de la data. C'est-à-dire qu'en fait, on va éviter en fait de dupliquer tout un tas de transformations pénibles à faire sur ces données un peu brutes, hein, ou la retarder, et on va le faire donc dès en amont, on le fait une seule fois, et on a une approche produit sur ces data products, ces produits donnés. C'est-à-dire que y a un product owner, c'est documenté, on peut faire confiance à la data, on va la faire évoluer avec un vrai product management, donc en demandant au consommateur de la data, voilà, donc quel est son feedback et comment on peut améliorer la data. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que donc, historiquement, il y a tout un tas d'entreprises qui ont construit des pipelines ETL qui prennent la data du monde opérationnel et qui l'envoient dans le monde analytique pour faire des calculs, des tableaux, des reporting, de l'analyse ML potentiellement. Et on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée à construire ces pipelines.
c'est un truc qui est très technologique et pas du tout business. Et donc, il y a plusieurs acteurs sur le marché, donc notamment Confluent. On réalise qu'il y a moyen d'automatiser tout ça. Donc, nous, on est en train de construire une fonctionnalité qui s'appelle Tableflow, qu'on a annoncé au Kafka Summit London, qui permet, avec un clic de bouton quasiment, de dire bah, ce topic Kafka-là, je l'aimerais bien dans mon data lake, au format Iceberg, Apache Iceberg, qui est un format de table ouvert, open source. Voilà. Donc ça, c'est le gros trend qu'on voit sur les mois à venir. Merci Gilles, merci à tous. Effectivement, alors par souci du temps, effectivement, je vous propose de nous arrêter là pour la table ronde. Merci beaucoup pour votre participation, pour tous ces échanges sur tout ce qui est évolution des enjeux donnés, transformation d'applications, évolution temps réel. Je retiendrai aussi toute la partie donc véritablement event-driven et tout ce trending qui va vers du processing temps réel beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace, avec des enjeux de transformation, des projets de transformation qui sont certaines fois simplifiés par des gateways, mais certaines fois encore compliqués, mais qui couplent aussi un ensemble d'univers variés, de l'IoT, de l'AI, qui nous amènent à des changements de paradigme via la blockchain également. Donc merci beaucoup pour ces différents points de vue sur l'application modernization et pour votre participation à cette table ronde.